Transaction majeure dans le monde de l'intelligence artificielle à Lévis. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Bon mercredi. Oui, mercredi, c'est bien ça? C'est ça. Moi, j'en perds Oui. parfois. Salut Mathieu. Allô. Grosse transaction, on l'a mentionné. C'est dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est la banque américaine Goldman Sachs qui prend le contrôle du centre de données de calcul haute performance Qscale à Lévis. Une transaction de centaines de millions de dollars à un moment stratégique. Mettons que tu arrives de Montréal sur la 20, là, juste avant d'arriver à Québec, tu passes le viaduc Lagueux, tu regardes du côté sud, tu vas voir une grosse bâtisse. C'est le centre de données et de calcul de haute performance de Qscale, une entreprise qui a connu une performance phénoménale dans les dernières années, notamment parce que ses capacités tombent pile dans l'essor de l'intelligence artificielle. Ce matin, donc, communiqué de la banque Goldman Sachs de New York pour annoncer qu'il prenait une prise de participation majoritaire au capital de Qscale. On ne sait pas exactement le prix payé, mais on parle certainement de plusieurs centaines de millions et peut-être même de milliards. Dans un communiqué, Goldman Sachs nous dit « L'investissement dans Qscale vient renforcer notre conviction envers la thématique de l'infrastructure numérique, plus particulièrement les capacités de calcul qui sont conçues pour l'intelligence artificielle. » J'ai parlé à plusieurs personnes aujourd'hui, selon un observateur averti. C'est une transaction qui a beaucoup de sens pour Goldman Sachs et elle ouvre beaucoup d'occasions aussi au Québec. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que les années précédentes, Goldman Sachs a acheté beaucoup d'entreprises, des joyaux mondiaux. Puis Goldman Sachs, à ce que je sache, n'avait pas de centre de données. De venir s'installer ici, à Lévis, au Québec, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est mieux que voir partir nos installations vers les États-Unis. Puis c'est à nous, comme Québécois, de travailler avec eux, puis de développer des solutions dans ce domaine-là. Est-ce qu'on la voyait venir, cette transaction-là? Bien, c'est un secret de polichinelle dans le milieu que le fondateur de Qscale, Martin Bouchard, avait besoin d'argent pour agrandir ses installations à Lévis et pour en ouvrir d'autres en Ontario. Voici ce qu'a fait savoir par la firme de relations publiques nationales. Il dit « S'associer à un partenaire de calibre mondial nous donne les moyens d'accélérer considérablement notre croissance. Toute l'équipe de direction reste en place. Cette transaction permet à Qscale de positionner le Québec et le Canada comme des leaders stratégiques. » Mais Jean-Simon, est-ce qu'il faut quand même se désoler qu'un fleuron québécois passe encore une fois aux mains des Américains? En ce moment, le Québec est extrêmement attractif pour ce type d'investissement-là, de par les coûts énergétiques qui sont offerts au Québec. Bien, souvent, on est un secret à bien garder parce qu'on est petit, agile, créatif et on fait des grands trucs depuis plusieurs années, mais on est souvent trop petit et on manque de capacité de financement pour grandir. Mais souvent, pour un Américain ou quelqu'un de l'étranger ou de l'Union européenne qui arrive avec des gros chèques, pour eux autres, c'est des occasions d'affaires exceptionnelles. Et maintenant, Jean-Simon, il reste à voir combien de mégawatts Québec va consentir à Qscale. Mais il y a des observateurs qui me disent qu'il y en a assez pour assécher le Saint-Laurent. OK, ça donne une idée beaucoup. à quel point ça consomme d'énergie. Merci beaucoup, Mathieu. Bon mercredi soir. Bon mercredi soir, absolument. Parlons santé maintenant. Les accidents vasculaires cérébraux ont été à l'avant-plan récemment avec les personnalités Benoît Gagnon et Renaud Lavoie. Ils se portent heureusement tous deux beaucoup mieux. Et il y a une lueur d'espoir pour ceux qui sont atteints de la forme la plus grave, l'hémorragie cérébrale aiguë. Il y a plusieurs patients du CHUM et du CHU de Québec qui ont pu participer à un essai clinique international qui mise sur le principal allié pour stopper efficacement les saignements, la rapidité d'action. Voici le reportage de Lily Mercure qui a rencontré un des bénéficiaires. C'est tout arrivé tout vite, comme ça. Je faisais le clavier, mon doigt, ça fait comme ça. J'étais comme... Ça tombait. Le 25 novembre dernier, Chandarajan Santalingan a subi une hémorragie cérébrale aiguë à son travail. C'est une forme d'AVC très grave. J'avais des douleurs sur les pieds que je ne pouvais plus bouger. Les doigts, ça a commencé de... Comme... Je ne pouvais plus le contrôler. La face, ça faisait un peu comme... Je ne pouvais pas le sentir. Tout à coup, je sentais que j'avais un AVC. J'étais rentré au CHUM dans 45 minutes. J'avais assez de temps de pas saigner trop. Vous avez reconnu les signes, là. Vous saviez que c'était quoi? OK. Par chance, une semaine avant l'AVC, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Une fois au CHUM, l'homme de 34 ans est éligible à un essai clinique. Il est pris en charge par la docteure Laura Joya, neurologue vasculaire. Le risque imminent, c'est qu'il y a une croissance d'hématomes. C'est sûr qu'il y a des dommages qui sont créés par l'hématome initial,
Mais le danger, c'est que ça augmente. Puis quand ça augmente, ça peut être, comme on dit, une avalanche. Donc, ça peut avoir une augmentation tellement importante que ça peut mettre la vie en risque. J'étais contente que monsieur ait été éligible à l'étude parce que on avait une chance de lui possiblement donner un traitement efficace pour l'aider. Le CHU de Québec et le CHUM participent à cet essai clinique international qui cible les patients dans les 2 premières heures après le début de l'AVC. Si les résultats de l'essai nommé FAST-TEST sont concluants, il s'agirait du tout premier médicament efficace pour traiter les AVC de type hémorragie cérébrale. Actuellement, nous avons un médicament à l'étude qui s'appelle un facteur 7 recombiné. En fait, c'est une copie synthétique d'une protéine que nous produisons dans notre corps. Donc, dès qu'on se blesse, ou il y a une coupure, évidemment, il y a une cascade de coagulation qui se fait qu'on va chromater la brèche. Donc, le facteur 7, c'est la protéine qui va déclencher le processus. En fait, il va déclencher la réaction en chaîne comme une série de dominos pour amener plusieurs protéines ensemble pour enfin créer un caillot qui va chromater la brèche. Puisque les participants sont répartis de façon aléatoire, il est impossible de savoir si les bénéfices sur le patient sont dus au médicament ou à l'effet placebo avant la fin de l'étude. Puis qu'est-ce que ça vous fait d'avoir pu participer à cette étude clinique-là? Ça a sauvé la vie. Je voulais pas faire l'opération. C'était pas une option pour moi. Des mauvaises habitudes de vie combinées à de l'hypertension auraient pu causer l'AVC de Chandaraja Santalingam, qui est toujours en réadaptation d'ailleurs. Si vous n'êtes pas positif, la progression ne va pas commencer. Parce que c'est tout ici. Sauf si toi, tu penses que « oh, je suis fini », non. Tout est possible. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Vous avez tous, probablement comme moi, déjà pris une bière à la Barberie. C'est une institution à Québec. Et là, on apprend que le bâtiment risque d'être détruit, faire place à un tout nouveau projet. Pour en parler, je reçois en studio Léonie Lemay. Elle est directrice de développement de projet chez Logis Expert. Bonsoir, Madame Lemay. Bonsoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit démolir et reconstruire exactement? En fait, c'est en raison des sols. Les sols en dessous du bâtiment actuel sont des sols instables. C'est un remblai historique, en fait. Donc, même si on voulait tenter de rénover le bâtiment, parce que le bâtiment est en fin de vie utile en ce moment, il y a des problèmes structurels qu'on serait toujours en train d'essayer de régler. Donc, c'est un bâtiment qui est vraiment irrécupérable, là, qui est dû pour être démoli. Et tant qu'à rebâtir, je comprends qu'on ne fera pas la même chose. Ce ne sera pas un bâtiment comme on connaît présentement. On va y aller en hauteur, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était d'accueillir sur le site une mixité d'usages. Donc, on voulait avoir du commerce, des bureaux et du logement. On voulait évidemment que la Barberie continue d'être locataire chez nous. Donc, on leur aménage un nouvel espace qu'ils vont occuper à même le site. Là. Pendant les travaux, est-ce qu'ils vont pouvoir poursuivre leurs activités? Oui, absolument. En fait, c'était le casse-tête, en fait. Oui. C'était ça. C'était de réussir à trouver une façon de ne pas leur faire cesser leurs activités. Alors, on développe le projet en phases. La première phase va être la démolition, dans le fond, de bâtiments annexes qui se trouvent à l'arrière de l'îlot. Okay. On reconstruit sur cette partie-là un bâtiment de 6 étages et au rez-de-chaussée, on aménage le nouveau local de la Barberie. Donc, quand cette phase-là va être prête, la Barberie va pouvoir déménager dans ses nouveaux locaux et à partir de là, le bâtiment dans lequel il se trouve actuellement va être démoli pour la deuxième phase là, du projet. On veut construire combien de logements? Ça va varier, là, évidemment, on est en préliminaire, mais entre 345 et 360 logements à peu près. Du locatif, de la vente? Locatif exclusivement. Okay. On a des typologies diversifiées, là, donc ça va du studio au 5,5. Là, donc on a toutes les typologies d'appartements à l'intérieur de ça. On est dans Saint-Roch, un quartier névralgique pour ce qui est du logement. Est-ce qu'on prévoit avoir là du logement abordable? Est-ce que c'est du haut de gamme? Vous vous dirigez vers quoi chez Logis Expert pour ce projet-là? Bien, en fait, 2 choses. La première, c'est qu'on s'est engagé à avoir 15 de logements abordables à l'intérieur de notre projet. Donc, le logement est qualifié d'abordable par la grille de la SCHL. Oui.
Mais pour tout ce qui est des autres logements, nous, on travaille beaucoup au niveau des économies de coûts pour réussir justement à offrir du logement qui est à un prix abordable sur le marché. On construit des unités qui sont légèrement plus petites que nos compétiteurs, ce qui fait en sorte qu'en valeur absolue, pour un 3,5, on a un loyer qui est un petit peu plus bas que la compétition. Donc, on travaille l'abordabilité de cette façon-là. Ouais. Puis, on travaille aussi beaucoup au niveau de l'économie d'énergie. Donc, puis en faisant un bâtiment qui est très économique du point de vue énergétique, bien, ça nous permet de baisser notre dépense en tant que propriétaire, d'offrir des logements qui sont moins chers. Donc, un projet d'envergure à suivre dans le quartier Saint-Roch. Léonie Lemay, merci d'être passée nous voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Bonsoir. Il y a 8 nouvelles accusations qui attendent le fugitif Al Boivin. Le mandat d'arrestation daté du 24 avril a été décelé ce matin. Le Saguenayen est en cavale depuis plus de 3 ans et il est soupçonné de diriger le North Savage Gang qui sera en conflit avec le groupe criminel Blood Family Mafia. La communauté de la Nation Wendat à Québec va avoir droit à un nouveau centre communautaire multifonction et à un nouveau complexe récréatif qui va comprendre, entre autres, une patinoire couverte et qui va être accessible à l'année. Notre journaliste Gabriel Lapointe a assisté à l'inauguration des travaux. C'est le grand chef Pierre Picard et ses homologues du Conseil de la Nation qui viennent de jeter la première pelletée de terre pour officialiser le début des travaux du nouveau centre communautaire et du complexe récréatif qui sera construit ici, au Parc Omer-Lainé, au cœur de Wendake. C'est un projet d'abord de plus de 21 000 pieds carrés de superficie de bâtisse qui va comprendre la maison des jeunes, maison de la famille, une surface réfrigérée, permettre la pratique du sport à l'année. Il y aura également des salles multifonctionnelles à l'intérieur du centre récréatif. Bref, c'est un projet qui est extrêmement structurant et rassembleur pour l'ensemble des Wendats. Ça va être vraiment un endroit pour avoir des échanges culturels entre toutes les générations, que ce soit les aînés, les jeunes et des sportifs. Donc, c'est vraiment un endroit le rassembleur pour nos jeunes. On est extrêmement fiers, très heureux de pouvoir offrir aux Wendat cette opportunité de se rassembler dans un lieu qui leur est propre maintenant. Le projet à vocation multifonction vise à unir la communauté Wendat et à valoriser la participation multigénérationnelle. J'aimais sortir avec mes amis, on s'arrangeait pour aller à la maison des jeunes ensemble. J'ai hâte de continuer de faire ça, mais dans un nouveau centre. Et ça va être vraiment un endroit pour avoir des échanges culturels entre toutes les générations, que ce soit les aînés, les jeunes et des sportifs. Donc, c'est vraiment un endroit le rassembleur pour nos jeunes. C'est le fun parce que mon père puis mon oncle y allaient à la maison des jeunes. Puis là, ça va être ma petite sœur qui va avoir la nouvelle maison des jeunes. Je pense que, évidemment, quand on pourra lancer officiellement les activités, tout le monde va y trouver certainement son compte. C'est 20,5 millions de dollars qui ont été financés par différents partenaires pour réaliser le chantier. Et cet argent-là vient principalement du gouvernement fédéral. Et le financement vient de Services autochtones Canada essentiellement et de d'autres partenaires. La contribution de la Nation, d'abord, elle est sur le plan technique, sur le plan du lien avec la population, la communauté. C'est la collaboration soutenue entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Nation et les Wendat eux-mêmes. Et c'est la conjoncture de tout ça qui permet la réalisation de ce projet. Les travaux qui ont débuté le 4 mai dernier devraient se terminer pour le mois de novembre 2027. À Wendake, Gabriel Lapointe pour Nouveau Info. C'est 2-2 dans la série entre les Sabres et le Canadien de Montréal. Et demain, le Centre Vidéotron va diffuser pour une première fois un match des séries du Canadien. Et avant même la diffusion du match numéro 5, Gestev a annoncé qu'une autre soirée de visionnement va être organisée pour le match numéro 6 ce samedi. Les billets sont toujours au coût de 12 $. Ils sont d'ailleurs déjà à vente. Il faut dire que la soirée de demain s'annonce déjà comme un franc succès avec plus de 13 000 billets qui ont été vendus aux dernières nouvelles. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines.
Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?